Les midi-conférences de la CCIRS sont présentées par Fortier d'Amour Goyette et Moquin Amiot. 1944, le premier morceau du monopole de l'électricité, la Montreal Light Heat and Power, s'est nationalisé pour devenir l'Hydro-Québec. L'électricité, c'est notre seule source d'énergie québécoise. L'électricité, c'est chez nous. Et on en a plus comme potentiel que n'importe où au Canada et même n'importe où en Amérique du Nord. On est plus riche de ça que n'importe qui autour de nous. Bonjour et bienvenue à tous pour ce deuxième midi-conférence en format virtuel. Je me présente, je suis David Tomaro-Duchesneau, président de l'aile jeunesse de la CCIRS et premier directeur de compte service aux grandes entreprises à la Banque HSBC du Canada. Je vais avoir le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec M. Éric Filion, président d'Hydro-Québec Distribution et Services partagés. Mais tout d'abord, Maître Alain Chevrier, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, souhaitait nous dire un petit mot. Le voici donc. Alors, bonjour à tous. C'est un privilège pour la CCIRS d'accueillir pendant cette heure de dîner M. Éric Filion. Avant de débuter ce midi-conférence, j'aimerais prendre une minute pour souligner l'importance et l'implication de votre Chambre de commerce. Saviez-vous que, statistiquement parlant, 70 % des propriétaires de PME mentorés franchissent le fameux cap des 5 ans, soit 2 fois plus que les entrepreneurs non accompagnés? Être accompagné par un mentor du réseau mentorat à travers la CCIRS vous permet de faire une introspection guidée qui s'avère bénéfique pour tous les entrepreneurs. Plus que jamais, il est nécessaire de prendre un moment pour s'arrêter et regarder l'avenir. Un mentor permet aussi de briser l'isolement. Il vous écoutera et vous encouragera à travers les défis et les enjeux qui sont devant vous afin d'atteindre de plus hauts sommets. Entrepreneurs, je vous suggère ceci. N'attendez plus et inscrivez-vous dans la cellule Mentorat Pôle Sud. Pour continuer, je vous rappelle que nous sommes présentement en période d'inscription pour la 37e édition des concours des prix Excellence. Déposer votre candidature pour les prix Excellence, c'est donner l'opportunité à votre entreprise de rayonner à travers la communauté des gens d'affaires de la Rive-Sud, de souligner le bon travail de vos équipes et bénéficier d'une notoriété sur votre territoire. De plus, cette année, nous ouvrons une toute nouvelle catégorie qui se nomme « Stratégie en temps de pandémie ». Mais nous offrirons aussi à 4 entreprises parmi toutes celles ayant déposé leur candidature la chance de gagner une campagne publicitaire qui s'affichera sur les ondes de TVRS, sur des abribus numériques de la Rive-Sud, sur des sites web faisant partie de l'écosystème de Québecor et sur les réseaux sociaux de la CCIRS. Je poursuis en vous invitant à contribuer à la 19e édition de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud.
Si vous ne le saviez pas déjà, la CCIRS s'implique encore cette année pour cette cause qui nous tient à cœur. Il ne vous reste plus qu'une journée pour vous inscrire afin que les équipes de la CCIRS et de TVRS passent ramasser vos denrées non périssables le 3 décembre prochain. En temps normal, notre équipe se mobilise dans les rues de Longueuil pour amasser vos dons. Mais cette année, pandémie oblige, nous ferons les choses différemment. Nous vous appelons maintenant à faire vos dons en ligne à travers le site Web de la grande guignolée des médias de la Rive-Sud. La CCIRS diffusera pendant le mois de décembre le lien sur ces plateformes. Nos banques alimentaires ont besoin de vous. Je vous encourage à donner généreusement. Enfin, en cette période de Noël, je vous encourage à consommer le plus possible des produits locaux, québécois ou canadiens. En tant que consommateurs, nous pouvons faire une grande différence pour nos entreprises. Merci à l'avance pour votre générosité et bonne rencontre avec M. Filion d'Hydro-Québec. Merci Alain. Le thème de notre discussion d'aujourd'hui est les défis et opportunités à l'ère de la transition énergétique. M. Filion nous parlera ainsi d'innovation, de croissance durable et de qualité du réseau. Ce sont des préoccupations que nous retrouvons auprès de nos entrepreneurs d'ici. Nous allons également découvrir le nouveau projet ILO qui vise à optimiser notre consommation d'énergie. Notre rencontre d'aujourd'hui comptera donc 3 grands thèmes: la gestion de crise COVID, la qualité du service d'électricité et l'innovation. Certains d'entre vous avaient déjà soumis des questions, mais sachez qu'il sera également possible de le faire en les inscrivant dans la section questions-réponses de votre écran. Les questions seront passées à la fin de chaque bloc ainsi qu'à la fin de la rencontre. Donc, Éric Filion est président d'Hydro-Québec Distribution et Services partagés depuis juin 2020. Cette division assure l'approvisionnement en électricité du marché québécois. Il fournit une alimentation fiable ainsi que des services à 4,4 millions de clients répartis sur l'ensemble du territoire. De plus, elle offre une prestation essentielle à l'ensemble des entreprises, dont la gestion du matériel, du parc immobilier et du parc de véhicules, de même que des services d'hébergement, d'alimentation et de transport aérien. Très engagé sur le plan social, M. Filion siège sur des conseils d'administration en plus de soutenir différentes causes comme la recherche pour le cancer et les jeunes adultes en difficulté, ainsi que Centraide. Son parcours est fort impressionnant puisqu'il est titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique du Collège militaire royal du Canada et d'une maîtrise en génie aérospatial de l'École polytechnique de Montréal. M. Filion a travaillé pendant 20 ans dans le secteur aéronautique, entre autres chez CAE Électronique, Pratt & Whitney Canada et Bombardier, avant de se joindre les rangs de Hydro-Québec en 2016 en tant que vice-président clientèle. Il a été promu président d'Hydro-Québec Distribution en 2018. Bonjour, M. Filion. Je me considère privilégié de pouvoir échanger avec vous sur des sujets qui m'interpellent et qui interpellent nos auditeurs aujourd'hui. Donc, commençons. Bonjour. Donc. Bonjour. Bonjour. Très content d'être parmi vous aujourd'hui pour cet échange-là. Bien, merci. Commençons donc par le thème de la gestion de crise COVID. Donc, comment est-ce que vous avez vécu une telle crise à l'interne et quelles ont été les actions qui ont été prises chez vous? En fait, pour remettre les choses en perspective, moi, je suis chez Hydro-Québec depuis presque 5 ans. Puis j'ai découvert une entreprise qui est très performante en gestion de crise. Évidemment, on a eu des événements, je pourrais dire malheureux, là, en 1998, le verglas, l'an passé, des pannes majeures. Donc, on est bien rodé à ce niveau-là. Mais pour ce qui est de la COVID-19, la pandémie, c'est plus une gestion de crise. Là, on n'est plus dans un sprint, on est vraiment dans un marathon. Ça prend beaucoup de résilience. Donc, on s'est réinventé. Pour répondre à la question plus spécifiquement, à l'interne, au niveau de l'interne, rapidement, fin mars, début avril, on est un service essentiel, donc on s'est réorganisé. Sur nos 20 000 employés, on en a 3 000 rapidement qu'on a dû outiller, former pour travailler de façon sécuritaire dans le nouveau contexte de la pandémie. Donc ça a été quand même tout un défi. Là, on a travaillé de pair, évidemment, avec nos syndicats pour faire ça. On a également développé, comme beaucoup d'entreprises, un paquet d'outils informatiques qui nous ont permis là, de travailler de façon performante à la maison, en télétravail. Aujourd'hui, on compte à peu près 14-15 000 employés qui sont très performants à la maison. Donc ça a été tout qu'un défi. Puis peut-être un dernier point,
Puis je pense qu'encore là, toutes les entreprises le vivent. Au niveau des communications, on a fait un bond de géant. Je me souviens au début de la crise, en fait, dans le passé, on avait l'habitude de faire une rencontre avec nos 1800 gestionnaires une fois par mois. Environ 1h30, on partageait des sujets d'actualité. Pendant la pandémie, on est passé dans un mode où 2 fois par semaine, on parlait à nos 20 000 employés en direct. Donc, il y a eu beaucoup de communication, encore là, d'outils informatiques qui ont été mis à contribution, mais une proximité avec nos employés comme on n'avait jamais eu dans le passé. Fait que c'est beaucoup d'éléments à l'interne là, où je pense évidemment, on s'est adapté, mais aussi, il va y avoir un avant et un après. Là. Je pense qu'on a des nouveaux standards qui sont beaucoup plus élevés. Là. Oui. Bien, parlons-en, M. Filion. Selon vous, quels sont les apprentissages et les conclusions qu'on peut tirer d'un événement comme celui-ci? Bien, j'essaie de résumer ça en 3 points. Premièrement, l'agilité. Moi, j'ai toujours œuvré dans des grandes entreprises. Il y a un certain niveau, évidemment, de bureaucratie dans toute entreprise. Donc, je pense que le premier point, c'est l'agilité, être capable d'aller à l'essentiel. Puis ça, je parlais tantôt des crises qu'on gère, des pannes majeures. On est capable de le faire. Quand il y a des pannes majeures, toutes nos équipes se rassemblent sur une mission commune, puis on devient très performant. Fait que là, il faut essayer de répliquer ça de façon plus permanente en temps normal. Donc, l'agilité, très, très important. Deuxième point, la résilience. Puis là, je pense tantôt, on va parler peut-être de leadership. La résilience, autant individuelle qu'organisationnelle, très, très important. On a mis beaucoup l'accent sur la sécurité de nos employés dans les dernières années, mais là, on parle beaucoup de santé mentale. On le vit tous. Hein? Moi, je suis en majorité en télétravail avec des jeunes enfants. Je suis certain que les gens qui nous écoutent vivent aussi ces situations-là. C'est plus difficile. Souvent, le travail et la vie personnelle se mélangent, se côtoient de proche. Donc être capable d'être résilient, d'être capable, comme je dirais dans notre jargon, de recharger ses propres batteries, garder un bon niveau d'énergie, très, très important. Puis le troisième point qui, je pense, qui est un très grand défi qu'on découvre avec le télétravail là, après plusieurs mois, c'est la capacité d'être créatif. On s'aperçoit que, peut-être vous le vivez en web diffusion ou en virtuel, on n'a pas le même contact qu'on avait auparavant dans nos salles de conférence quand on se regroupe. Donc, la notion de créativité, c'est un nouveau défi. Il faut apprendre, mais dans cette pandémie-là, je pense qu'aussi, il y a plein de nouvelles opportunités. Là. Si on change nos lunettes et on regarde les choses différemment, là, nous, en tout cas, on a découvert plein de nouvelles façons d'opérer ou même de faire affaire avec nos clients. Puis ça s'est fait sur une très courte période en mode accéléré. Là. Fait que, oui, c'est un événement très malheureux, évidemment, là, puis difficile pour tout le monde, mais il y a aussi un côté très positif qui nous permet d'évoluer plus rapidement. Là. Puis je pense qu'il faut juste le saisir. Oui. Merci. Et de quelle façon Hydro-Québec compte-t-elle contribuer à la relance économique du Québec? Oui. Évidemment, on est un joueur au niveau de la société. Je pense qu'on est un joueur très, très important pour la relance économique. On l'a toujours été, mais dans un contexte comme on vit présentement, encore plus. Pour mettre quelques chiffres en évidence, là, Hydro-Québec, en termes d'investissement, des grands projets d'infrastructure, à chaque année, là, on investit plus de 3 milliards de dollars. En biens et services, également, aux alentours de 3 milliards de dollars. Donc, il y a un élément très, très important au niveau économique qu'on peut amener dans la relance des projets. Puis, si je parle juste de la distribution, là, le secteur dans lequel je travaille, déjà la pandémie, déjà en début juin, avec le retour des gens de la construction, là, nous, on a été vraiment dans un boom en termes de travaux là, sur les grands projets comme le REM et autres grands projets au Québec. Donc l'aspect économique est super important pour la relance. Il y a un autre élément aussi, l'aspect environnemental. Je pense qu'on peut jouer un rôle dans cette relance économique-là qui est important. Là. Je pense juste à on fait des grands projets de conversion dans les réseaux autonomes où on a aujourd'hui des centrales thermiques. Entre autres, je pense qu'on a parlé beaucoup des Îles-de-la-Madeleine. Il y a une consommation d'à peu près 40 millions de litres de mazout par année qu'on va convertir à de l'énergie propre. Donc, on a un aspect environnemental, transport électrique aussi. Peut-être en reparler plus tard, mais on joue un rôle très important pour rehausser le niveau de transport électrique. Puis, je dirais aussi, peut-être au niveau social, c'est un autre élément sur lequel on a
un rôle important. Pendant la pandémie, tout ce qui est dons et commandites, on a poursuivi nos activités malgré que les événements n'avaient pas eu lieu pour supporter dans toutes les régions du Québec les organismes qu'on supporte. Donc, on a continué ça. On a eu une campagne Centraide cette année qui a été un record. Ça, je trouve ça... je remercie nos gens parce que les gens ont été au rendez-vous. On est privilégiés d'avoir gardé nos emplois, puis on a des bons emplois, mais les gens ont été très généreux cette année. Donc, je dirais que c'est les 3 volets sur lesquels on a beaucoup d'impact dans cette relance. Super. Merci. Donc, je vais prendre le temps d'aller voir si on a des questions qui sont rentrées. Donc, j'en ai pas qui sont rentrées pour le moment. Donc, je rappelle aux gens, si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre dans la section questions-réponses de votre écran. Et si on n'y passe pas à la fin du bloc, bien, on les gardera pour la fin de la rencontre dans ce cas-là. C'est parfait. Donc, dans ce cas-là, on va aborder le sujet de la qualité du service d'électricité. Donc, en plus des initiatives exceptionnelles liées au contexte sanitaire, comment est-ce qu'Hydro-Québec s'organise pour faire face à l'autre crise, celle du réchauffement climatique et de ses impacts sur le nombre de pannes d'électricité? Oui. C'est un sujet très important. Je peux vous dire que l'équipe, on met beaucoup d'énergie là-dessus. Il faut, avant que je vous parle de nos plans, là, les grandes lignes de ce qu'on fait, je pense que la première chose qui est importante à comprendre, c'est que oui, c'est vrai qu'il y a une croissance de pannes électriques au Québec depuis quelques années. Il y a différents éléments. Il y a des éléments qui sont intrinsèques à notre réseau. On a un réseau qui est vieillissant, qui nécessite davantage d'investissements. Mais aussi, il y a tout un contexte, comme vous avez mentionné, climatique. Là. Le réchauffement, évidemment, la végétation pousse plus vite. Il y a plus ce qu'on appelle des événements majeurs, comme l'an passé à l'Halloween, c'est un bel exemple. Depuis 1998, c'était le plus gros événement. Il n'y a pas eu beaucoup de bris sur nos réseaux, mais évidemment, à cause des vents violents, il y a eu beaucoup de végétation qui a touché à nos réseaux qui déclenche des pannes. Fait que, on est très conscient de ça. Je dirais si je parle du plan, là, les grandes lignes, on va investir de plus en plus dans la maîtrise de la végétation. Puis je donne des chiffres juste pour vous donner un peu l'angle que l'on prend par rapport à ça. Là. En 2015, on investissait à peu près 50 à 60 millions de dollars par année pour faire de l'élagage, de l'abattage des arbres proches de nos réseaux. Cette année, on va investir, je devrais dire, 90 millions. Fait que c'est déjà assez substantiel. Puis dans les prochaines années, d'ici 2023-2024, ça va monter jusqu'à 110 millions. Donc, beaucoup plus d'investissements, c'est ça, pour maîtriser la végétation qui protège nos réseaux. Puis ça, là-dessus, on demande évidemment le support des citoyens, des municipalités, parce que à chaque fois qu'on veut faire de l'abattage d'arbres, ce qu'on appelle des arbres dangereux qui sont proches du réseau, qui pourraient tomber sur le réseau, on doit demander la permission aux propriétaires. Fait qu'on travaille souvent justement avec les municipalités qui sont des très, très bons collaborateurs, mais aussi quand c'est sur des terrains de résidence, il faut demander à chacun des clients individuellement. Fait que ça, on essaie d'expliquer aux gens pourquoi on le fait, puis que ça va aider à améliorer leur qualité de service. Donc, très, très important. L'autre volet, j'ai parlé beaucoup de végétation. L'autre volet, c'est le réseau lui-même. J'en ai parlé. Le réseau est en moyenne à peu près à 50 de sa vie utile, la vie des équipements. Donc, dans les prochaines années, encore là, on va rehausser nos investissements sur le réseau. Par exemple, le réseau aérien, là, on a un réseau aérien qui est quand même assez impressionnant. C'est 115 000 km de réseau. Ça, c'est 3 fois le tour de la Terre. Donc, on va faire, dans les 5 prochaines années, jusqu'à 2025, là, à peu près 60 du réseau va être remis aux normes, des normes plus élevées. Ça va nous aider à limiter les pannes, évidemment. Puis on va aussi rehausser là, nos montages, notre design, évidemment, des équipements qui sont sur le réseau. Fait que beaucoup de... Je dirais, là, si je reviens au point de départ, on est très conscient que, bon, avec les conditions climatiques, les pannes sont en croissance, mais on met vraiment un plan très agressif pour contrer ça là, dans les prochaines années. Ouais. Puis on agit évidemment globalement, provincialement, mais aussi avec nos collègues, une équipe qui s'appelle Relations avec le milieu. On travaille avec les municipalités. Parfois, il y a des enjeux très, très spécifiques dans des secteurs industriels ou des secteurs résidentiels particuliers. Dans ces cas-là, on vient agir très localement aussi là, pour améliorer la qualité de service. Oui. Puis il ne faut pas oublier, un dernier point, que on parle beaucoup on est chanceux, on a une énergie propre, hein, 99,9 %.
On a les plus bas tarifs en Amérique du Nord, mais aussi le niveau de qualité de service, il est vraiment très, très bon si on se compare avec nos voisins. Oui. Excellent. Donc, beaucoup de collaboration pour arriver à ça. Oui, oui, oui. Beaucoup d'efforts chez Hydro-Québec, beaucoup de collaboration des partenaires aussi. Ça va être critique. Super. Donc, comment est-ce qu'Hydro-Québec manœuvre entre les prérogatives de croissance du réseau électrique et les investissements nécessaires afin de s'assurer d'entretenir un réseau vieillissant? Oui, je vais vous parler. On a des très grosses infrastructures en dollars. Là, on parle d'à peu près 75 milliards de dollars. Puis là, je parle de la production, les barrages, tout ce qui est transport et la distribution. Si je ramène ça à la distribution, plus dans mon monde, on investit à chaque année de 700 à 800 millions de dollars. Fait que c'est quand même substantiel. Il y a à peu près 50 de ça qui est pour la croissance. Donc, des nouvelles constructions qui doivent être branchées, des clients industriels qui ont de la croissance. Donc, on rehausse le réseau. Fait que ça, c'est une grande partie. Le reste, ça sert justement à remplacer des équipements qui sont rendus à maturité, qu'on doit remplacer. Et s'assurer de bien maintenir le réseau. Donc, c'est quand même des budgets encore là qui sont substantiels. Puis à l'intérieur de cette fourchette-là de budget, là, de 300 à 400 millions, mais là, on va agir de façon provinciale, là, selon différents critères, là, soit s'il y a des risques, évidemment, de sécurité pour le public ou notre personnel, évidemment, c'est toujours la priorité qu'on adresse. Après ça, on regarde tout ce qui est qualité de service, très, très important. Et tout ce qui est impact sur l'environnement. Un exemple, on parle des équipements, des fois, qui ont des fuites d'huile dans des transformateurs, mais c'est le genre de défis là, qu'on va adresser aussi à travers nos budgets d'investissement. Oui. Super. Donc, c'est le temps d'aller voir si on a reçu des questions depuis. Oui. Toujours pas. Donc, j'imagine que les gens les gardent pour la fin de la présentation. Il n'y a pas de problème. N'oubliez pas, c'est la section questions-réponses en bas de votre écran. Donc, si vous me permettez, M. Fillon, dans ce cas-là, on va passer pour discuter de l'innovation. Oui. Donc, à l'ère du virage vert, comment est-ce que Hydro-Québec voit sa place dans l'électrification des transports et dans l'efficacité énergétique? Encore là, des sujets qui sont, à mon point de vue, très importants pour le Québec, mais aussi pour nous chez Hydro-Québec. Remettre les choses en contexte, tout récemment, le gouvernement a publié son programme d'économie verte. C'est comme la politique énergétique, dans les faits, qui parle des investissements, de l'électrification qu'on va faire d'ici 2030. Fait qu'il y a beaucoup de choses là-dedans dans lesquelles on va agir, Hydro-Québec, avec les partenaires, encore une fois. Puis si je reprends les points en particulier, transport, il y a à peu près 43 je pense 42-43 des gaz à effet de serre qui proviennent de ce secteur-là, du transport. Donc, beaucoup de défis à électrifier le transport. Où est-ce que nous, on joue un rôle? C'est vraiment dans l'infrastructure de base. Donc, les bornes électriques, on en a plusieurs de déployés au Québec, mais dans les prochaines années, là, on va déployer environ 1500 bornes, ce qu'on appelle des bornes rapides à travers le Québec. Puis ce chiffre-là, en fait, avec le programme d'économie verte, a été rehaussé à 2500. Puis il y a aussi 4500 autres bornes publiques qu'on va déployer avec les municipalités. Donc ça, c'est une infrastructure de base très importante, publique. On travaille aussi, on aura probablement l'occasion de parler de ILO. On travaille avec une offre à domicile, donc qui va permettre à nos clients là, d'installer des bornes à la maison. Parce qu'on sait que dans le transport électrique, là, 90 de la recharge se fait à la maison. Donc, c'est important d'avoir une assurance d'infrastructure publique, mais aussi de recharge à la maison. Transport électrique, l'autre élément, moi, qui m'allume beaucoup, c'est l'efficacité énergétique. Encore là, des projets importants dans les prochains 10 ans. Puis je vais donner quelques chiffres là, pour mettre en perspective. Dans les prochaines 10 ans, on va investir probablement un petit peu plus que 1,5 milliard de dollars pour faire de l'efficacité énergétique. Ça équivaut à peu près à 8 TWh d'énergie. C'est l'équivalent du complexe La Romaine, là, les barrages qu'on bâtit sur la Côte-Nord. Donc, c'est gigantesque. On fait ça pourquoi? Parce que c'est probablement le moyen pour nous à plus faible coût de faire de l'approvisionnement électrique. Hein? C'est de réduire la consommation chez nos clients. Chez nos clients, ça aide aussi, évidemment, à baisser leurs factures. Donc, c'est gagnant-gagnant. Donc, des projets importants. Puis, il y a entre autres,
on fait beaucoup de sensibilisation pour la clientèle résidentielle, mais peut-être que vous avez vu, depuis le mois de juin, on a lancé un nouveau programme qui s'appelle Solutions efficaces pour notre clientèle d'affaires, où on va doubler les incitatifs pour que les gens, lorsqu'ils font une conversion, mettons, du mazout ou d'un système au gaz vers l'électricité, qu'ils le fassent de façon efficace, avec les bons équipements. Donc, on est très présent au niveau de l'efficacité énergétique, directement avec les clients, mais aussi à travers des partenaires comme des firmes d'ingénierie. Là. Oui. Fait que domaine fascinant, puis qui s'inscrit très, très bien dans toutes les conversations qu'on a sur l'environnement, l'électrification du Québec. C'est essentiel. Là. Oui. Super. Donc, avant de passer au prochain bloc, on a quelques questions qui sont rentrées. Donc, je vais en prendre une ici. Donc, vous parlez de beaucoup de projets de mise à niveau. Comment est-ce que vous allez pouvoir réaliser tous vos projets de mise à niveau dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre? À titre d'exemple, est-ce que vous prévoyez manquer de sous-traitants pour l'étalage d'arbres ou ce type de défi-là? C'est une bonne question, je pense, qui touche plusieurs secteurs, dont la construction pour l'avenir. Puis je vais donner un exemple particulier. Puis je pense que ça a été mentionné, l'élagage, abattage des arbres, la maîtrise de la végétation. Très, très important pour la qualité de service. Donc, nous, ce qu'on fait, il y a une pénurie d'employés sur le marché aussi, parce que en fait, on a des ingénieurs forestiers, des gens à l'interne, mais tout ce qui est travail sur le terrain se fait par des entrepreneurs à travers le Québec. Donc, on travaille avec eux depuis environ 2 ans là, pour offrir à ces gens-là des formations pour travailler à proximité du réseau. On subventionne certaines formations. On amène un appui, un accompagnement à ces entreprises-là. On leur donne des incitatifs à la performance aussi. On va les aider à mécaniser leurs travaux pour être plus performants, plus rentables. Donc, au lieu de juste passer des commandes, on vient donner des contrats à plus long terme. On vient accompagner ces partenaires-là pour qu'eux puissent vraiment soutenir la croissance. Donc, Puis je parlais des gros projets d'infrastructure. Une partie des travaux se fait à l'interne, une partie avec, évidemment, les gens de la construction. Ça aussi, c'est un gros défi, je dirais un défi plus de société. Mais ça aussi, on travaille toujours avec les entrepreneurs, les fournisseurs pour les accompagner, donner plus de visibilité sur nos projets aussi, pour leur permettre là, de suivre la cadence. Oui, mais je dirais défi important pour le Québec. Tout à fait. Parmi toutes les industries, donc vous n'êtes pas seul. Non, c'est ça. Puis des fois, il y a des projets où on peut être en compétition avec d'autres marchés. Donc, c'est important de travailler vraiment dans un mode de collaboration avec tous les joueurs clés là, à ce niveau-là. Oui. Tout à fait. Question intéressante. Donc, on va passer au prochain bloc. On peut parler maintenant du nouveau projet d'îlot. Oui. Donc, voici tout d'abord une vidéo pour nos auditeurs. Une maison qui est à la fois éco-responsable et confortable, c'est tout simplement intelligent. Dites allô à îlot, le nouveau service d'énergie intelligente. Excellent. Donc, parlez-nous, M. Filion, d'où vient cette idée pour le projet îlot? îlot, en fait, c'est un projet, je vais le positionner comme ça, pour nous, c'est un projet de société où on va travailler avec nos clients pour s'assurer d'avoir, en fait, leur amener un certain confort à travers différentes nouvelles technologies, la domotique, les panneaux solaires, le stockage, les bornes électriques pour les voitures. Donc, on veut utiliser ces nouvelles technologies-là, leur apporter un confort à la maison, puis en retour d'être capable, de façon collective, la société, de mieux gérer notre actif, qui est notre énergie propre qu'on produit chez Hydro-Québec. Donc, ça va permettre, en fait, aux clients de faire de l'efficacité énergétique, réduire leurs factures, mais aussi, ça nous permet, on parle beaucoup de ça quand même, la gestion des pointes en hiver. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de 100 à 300 heures par hiver, notre réseau est fortement sollicité, puis à un tel point où, évidemment, on doit investir sur des équipements à chaque année pour rehausser le niveau de production, mais aussi on doit importer des marchés avoisinants comme les États-Unis pour cette période-là qui est très, très courte, mais qui est très dispendieuse pour Hydro-Québec, mais pour les Québécois, dans le fond. Donc, on veut... c'est ça, îlot, c'est une solution technologique qui va amener une nouvelle expérience à nos clients. Au-delà de l'électron qu'on fournit, là, on amène un nouveau type de service qu'on travaille en partenariat, encore là, avec un écosystème au Québec. Il y a plein d'entreprises qui font, entre autres, des thermostats intelligents. On veut travailler avec eux pour
pour amener ce nouveau service-là à la population. Oui. Fait que en tout cas, moi, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. On est très fiers de ça chez Hydro-Québec, puis on veut, c'est ça, on veut que ça devienne un projet de société. Oui. Tout à fait. Et c'est un projet qui est fort intéressant. Oui. Parlez-nous comment ça s'est déployé, ce projet-là? Oui, bien, en fait, ça s'est déployé avec... chez Hydro-Québec, on a un institut de recherche. Donc, on a 500 à 600 ingénieurs, chercheurs. Il y a des gens parmi ce groupe-là qui ont été mis à contribution pour bien comprendre les technologies. On a balisé les différents marchés, voir ce qui se faisait de mieux. On s'est associé avec des partenaires au Québec, comme l'entreprise Stelpro, une belle entreprise québécoise qui œuvre dans les thermostats intelligents, entre autres. On a fait des pilotes. Souvent, quand on veut développer des nouveaux produits, on fait des pilotes avec nos gens, nos employés à l'interne. Donc, il y a 2 ans, pendant un hiver, on a fait des tests avec nos gens. On les appelle nos ambassadeurs, qui testent nos produits. Après ça, l'hiver passé, on a fait un test avec environ 1000 clients. Je crois qu'il y avait à peu près 700 clients de l'externe, 300 qui étaient de nos employés. Encore là, pour faire évoluer le produit. Puis là, tout récemment, en septembre, on a fait vraiment le lancement de l'offre commerciale Maison intelligente pour les clients résidentiels. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Ça, c'est comme une première phase. Après ça, il va y avoir d'autres technologies qui vont se rajouter. On va offrir des services aussi à nos clients d'affaires. Donc, tout ce qui est dans le bâtiment, l'institutionnel, l'industriel. Donc, il y a plusieurs choses qui sont à venir dans les prochaines années là, pour offrir ces nouveaux services-là à nos clients. Oui. Super. Puis est-ce que vous pouvez nous amener un peu plus en détail dans les prochaines étapes à venir pour ce projet-là, justement, vous en parlez un peu? Oui, bien, c'est sûr que ça va être en évolution, mais juste vous donner des exemples. Je vais parler du résidentiel là, pour nos clients. Aujourd'hui, on a un service qui offre de la domotique, contrôler les charges comme les thermostats, abaisser la température quand on est absent. Éventuellement, ça va pouvoir contrôler le chauffe-eau parce que c'est quand même... le chauffage, c'est à peu près 50 de votre facture électrique. Le chauffe-eau, c'est 20 Fait que c'est important. On n'est pas là de ne pas consommer ou consommer au minimum. Donc ça, c'est la première étape. Mais plus tard, on peut entrevoir ajouter des panneaux solaires sur le toit des clients pour faire une partie de leur production eux-mêmes. Encore là, ça va permettre de réduire éventuellement leurs factures, leur donner une certaine autonomie aussi. On parle de stockage, soit des batteries ou un véhicule électrique. Votre véhicule électrique qui pourrait être stationné soit dans le garage ou à côté de la maison, rechargé pour son utilisation, mais aussi en cas de panne sur notre réseau qui pourrait alimenter la maison. Donc encore là, c'est toute la notion, puis on le vit présentement beaucoup avec la pandémie. Là, les gens, on recherche tous une certaine autonomie, une certaine résilience. Donc, c'est des technologies qui sont à venir là, qui, selon nous, vont être très intéressantes pour la clientèle. Wow. Encore des nouveaux projets et beaucoup de nouvelles options aussi pour les consommateurs. Je suis intéressé de voir ça. Oui. Puis dans la clientèle affaires, évidemment, les besoins sont différents, mais on aura aussi des projets on appelle ça de l'imotique. C'est comme la domotique dans le résidentiel, là, de contrôle intelligent. On aura sûrement des options de stockage pour aider à nos clients, les clients industriels, à mieux gérer leur consommation de puissance sur nos réseaux. Encore là, pour abaisser leurs factures, donner plus de résilience dans leurs opérations. Donc, c'est des choses qui sont à venir prochainement. Super. Bien, je parle pour moi, mais je suis certain que je parle pour nos auditeurs aussi quand je dis que c'est vraiment fascinant de voir toute l'énergie qu'on a ici puis tout ce qui peut se faire avec cette puissance-là dans notre province. Ça, c'est vraiment fascinant. Merci. Oui, certainement. Donc, j'ai posé plusieurs questions. Il serait intéressant de voir maintenant ce que nos participants souhaitent savoir. Donc, voici quelques questions qui avaient été soumises à l'avance. Donc, quelle est la vision à long terme d'Hydro-Québec pour ILO et son rôle dans l'intelligence des bâtiments? Bien, la vision à long terme, j'en ai parlé un peu, c'est vraiment... Ce qu'on veut, c'est d'offrir un service à notre clientèle pour son confort, pour faciliter, en fait, la vie de nos clients. On ne veut pas mettre l'accent nécessairement sur la technologie, mais la technologie devient facilitatrice dans ce cas-là. Puis on veut, c'est ça, on veut bonifier nos services, notre offre dans le temps. On va vouloir aussi que ça permette, là, justement, comme société, de mieux gérer notre actif, là, qui est l'hydroélectricité. Puis ça, si on fait ça de façon efficace, bien oui, ça peut réduire la facture de nos clients, mais ça peut aussi nous donner une énergie disponible qu'on peut exporter puis amener
évidemment des bénéfices pour la province au complet, là. Donc, il y a plusieurs avantages à travailler collectivement sur un projet comme ça, là. Tout à fait, tout à fait. Puis on a un environnement qui change constamment. Donc, quel impact aura l'augmentation de la demande pour les voitures électriques et quel sera l'impact sur l'offre de services? Prévoyez-vous développer des nouvelles technologies spécifiques à cette demande-là? Oui. Encore là, quelques chiffres vous mettent en perspective, là, le nouveau programme d'économie verte qui vient d'être lancé par le gouvernement, on parle d'un objectif d'à peu près 1,5 million de véhicules électriques en 2030. Aujourd'hui, les derniers chiffres que j'ai vus, c'est à peu près 85 000, puis c'est en forte croissance dans les dernières années. 1,5 million de véhicules, pour nous, c'est probablement 3 à 4 TWh d'énergie. Le Québec au complet, là, on consomme à peu près 170-175. Fait que c'est pas une très grande quantité d'énergie. Évidemment, pour nous, c'est intéressant parce que ça donne la possibilité de faire des ventes additionnelles sur notre marché québécois. Mais ce qui est le plus grand défi pour les véhicules électriques, ça va être les besoins en puissance. Donc, là, à quel moment cette recharge-là va se faire? Évidemment, si tout le monde recharge sa voiture en même temps à 6 heures le matin, bien, on va créer une pointe qui va nécessiter des investissements additionnels sur les réseaux. Donc, c'est pour ça que souvent, on parle de recharge intelligente. Là. Il va falloir être capable de faire ça de façon intelligente et efficace pour ne pas rajouter des coûts pour la population. Donc, véhicule électrique, en termes de consommation, c'est ce que ça représente. Puis l'autre volet de la question, c'était pour... J'ai peut-être manqué un petit bout, là. Les technologies spécifiques qui allaient venir avec cette demande-là. Les technologies spécifiques, c'est ça. Premièrement, les bornes, c'est un domaine... on a un circuit électrique, nous, qui est pour les bornes publiques, là. Il y a toutes sortes de technologies qui sont à venir, là, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais des bornes 50 kV, 100 kV. Donc, ils vont pouvoir charger de plus en plus rapidement vos véhicules. La notion de borne intelligente, comme j'ai mentionné, qui va vous permettre de programmer à quel moment vous voulez... En fait, d'un point de vue du réseau, l'idéal, ce serait si nos clients rechargeaient leur véhicule en pleine nuit, alors que nos pointes sont le matin et en fin d'après-midi, en soirée, là. Donc, ça va être important aussi d'avoir ces technologies-là disponibles chez nos clients, là. Oui. Super. Et oui, on a commencé à en voir quelques-unes sur le marché, là, donc peut-être question de miser de plus en plus là-dessus. Là, c'est une bonne solution. Maintenant, une question peut-être d'un point de vue un peu plus personnel. Oui. Lorsqu'on dirige autant d'employés, quel est le meilleur conseil que vous donneriez à un jeune gestionnaire? C'est une bonne question. Moi, je coach beaucoup de gens dans l'organisation puis à l'extérieur. Je vous dirais, il y a plein de choses. Je vais parler plus général, par ça, peut-être dans le contexte de la pandémie, mais de façon plus générale, des jeunes gestionnaires, c'est important d'avoir de l'audace, de l'ambition, prendre des risques. Assurez-vous d'avoir des conditions gagnantes, être bien supporté par votre patron, miser sur votre propre plan de développement. Tu sais, comme gestionnaire, on doit développer nos gens, mais quand on commence en gestion, prenez le temps de bien vous entourer, un coach, parfois un mentor pour accélérer votre développement. Puis en termes de leadership, pendant la pandémie, je pense que on avait beaucoup... il y a souvent des notions de leadership, de performance, à gérer la performance d'une organisation. Je pense qu'aujourd'hui, le virage se fait de plus en plus vers un leadership encore plus humain, donc santé mentale de nos gens, accompagner nos gens. Même chose qu'on veut faire avec nos clients, dans le fond, là. Fait que je vous dirais, dans votre leadership, là, investissez sur vos gens, là, parce que c'est ça qui va être le plus payant. Ça va porter des fruits, puis ça va vous amener la performance qui est nécessaire, mais vraiment de se concentrer sur nos gens, comme on le fait avec nos clients aussi, là. Je pense que c'est ça la clé du succès, là, aujourd'hui. Oui. Sans aucun doute. Donc, selon vous, au Québec, est-ce qu'il y en a assez qui se fait par les gestionnaires pour s'impliquer auprès de causes sociales, aux causes humanitaires ou autres? Les gens qui sont dans des organismes qui sont là pour supporter la population diraient sûrement que non, il n'y en a pas assez. Moi, je peux vous dire que personnellement, puis dans mon entourage, des gens que je côtoie, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent là, dans différents organismes, là, soit pour la santé, l'itinérance. Il y a plein de causes. Chacun défend la cause qui le touche le ou la touche le plus. Donc, moi, je pense que, surtout quand on... Je ne veux pas dire que je ne suis pas rendu vieux, mais quand on prend de la maturité dans notre carrière, bien, en tout cas, je vais parler pour moi, on arrive à un moment où c'est le temps de redonner davantage.
pas juste à notre entourage, mais à la société. Donc, pour moi, c'est une valeur, c'est important de prendre le temps de redonner à travers différentes causes. Puis le choix des causes, ça, c'est très personnel, évidemment. Mais moi, je pense que j'encourage, en tout cas, dans mes équipes, j'encourage les gens à participer à soit des conseils d'administration ou des levées de fonds. C'est très, très bon pour le réseautage, premièrement. Puis souvent, on apprend beaucoup, puis on se développe dans ce... En fait, c'est un don de temps qu'on fait, mais on retire beaucoup en échange, clairement. Oui. Entièrement d'accord, entièrement d'accord. Et à quoi rêve Hydro-Québec pour les 10 prochaines années à venir? Bien, je pense qu'Hydro-Québec, les 10 prochaines années, évidemment, il y a tout le contexte de la transition énergétique. Donc, on veut vraiment être un catalyseur. On veut faire partie de cette transition énergétique-là pour le Québec, avec nos clients, avec nos citoyens. Donc, on veut être au cœur de tout ça. On veut aider nos partenaires, nos clients, à eux aussi croître, saisir des opportunités. On le fait, par exemple, peut-être vous avez suivi ça cet été, on a annoncé des mesures pour assister les serres. Parce qu'évidemment, on recherche à avoir une plus grande autonomie alimentaire. Donc, on a demandé à la Régie la permission de mettre à leur disposition des nouveaux tarifs qui vont leur aider à accroître leur productivité, baisser leurs coûts d'opération. On offre des programmes d'efficacité énergétique, ça aussi, pour aider ces entreprises-là à évoluer puis à croître. Donc, je pense qu'Hydro-Québec, essentiellement, là, on a beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives, mais je pense fondamentalement, c'est qu'on veut être là pour soutenir le Québec dans son évolution. Puis évidemment, miser sur tout ce qui est environnement, réduction des gaz à effet de serre, croissance des entreprises, développement d'écosystèmes dans les nouvelles technologies. C'est tous des secteurs dans lesquels on peut avoir beaucoup d'influence, mais vraiment comme un partenaire. D'accord. Merci. Donc, merci beaucoup, M. Filion, d'être venu nous voir et d'avoir pris le temps de nous faire connaître de nouveaux projets d'Hydro-Québec et surtout votre façon constante d'innover et de vous adapter. Hydro-Québec soutient les entreprises et les organismes comme le nôtre et nous en sommes éternellement reconnaissants. Merci à tous les participants. J'espère que vous avez apprécié votre heure avec nous et que vous en avez appris plus sur le sujet de la transition énergétique. C'est notre dernier midi-conférence de l'année 2020. Vous pouvez encore vous inscrire au Matin Express de demain matin avec les CPA de la Montérégie sur notre site Web. J'en profite pour vous souhaiter donc un agréable temps des fêtes dans ces circonstances quelque peu particulières. Et je vous invite à retrouver la CCIRS dès le 18 janvier avec notre première activité virtuelle, l'apéro du président. Donc, bonne journée à tous et merci encore, M. Filion. Oui, merci pour votre invitation. La CCIRS tient à remercier Fortier d'Amour Goyette et Moquin Amiot, partenaires des Midi-conférences, ses grands partenaires annuels, Dunton Rainville, Desjardins Entreprises, Université de Sherbrooke, ainsi que TVRS pour la réalisation et diffusion de cet événement.